Merci beaucoup Audrey pour l'introduction, merci beaucoup au comité d'organisation pour cette invitation d'une session très réanimation médicale, il faut avouer. Et j'essaierai de rajouter un petit peu d'anesthésie à l'intérieur, vous allez voir. Moi je suis Thomas Godet, je travaille donc à Clermont-Ferrand, et donc je vais vous parler d'exacerbation sévère d'asthme. J'ai quelques conflits d'intérêts, notamment avec certains fabricants de respirateurs, mais vous allez voir qu'il n'y a strictement rien qui va impacter mes propos. Alors déjà, pour cadrer un peu la définition, je vous rappelle qu'il y a une société savante internationale, la GINA, Global Initiative for Asthma, qui a fait paraître cette année sa dernière dernière mise à jour de ses recommandations concernant l'asthme. Alors c'est aussi bien l'asthme en ambulatoire que l'asthme qui décompense et qui peut arriver jusqu'aux urgences, voire en réanimation. Très rapidement, sans rentrer dans le détail physiopathologique un peu poussé, c'est une maladie très hétérogène. Il y a une inflammation chronique au niveau des voies aériennes et c'est aussi caractérisé par une hyperréactivité bronchique. C'est souvent des patients assez jeunes. Et ces patients ont tous des antécédents respiratoires. Souvent, c'est des toux un peu chroniques, ça siffle un petit peu. C'est comme ça souvent qu'est fait le diagnostic. Et puis, c'est des crises qui sont déclenchées par des stimulus qui peuvent être très divers. L'exercice physique, la pollution, les agressions environnementales, les allergènes, mais aussi des infections qui peuvent être virales, voire bactériennes. On va y revenir tout à l'heure. Et ce qui va vraiment caractériser cette pathologie, c'est cette limitation du flux expiratoire avec, comme l'a dit tout à l'heure Adrien, on a vraiment un remodelage de nos bronches chez l'asthmatique qui deviennent très épaisses. On a une hyperplasie de ces muscles qui sont hyper réactifs. Et puis, bien entendu, à l'intérieur de la lumière bronchique, on a ce mucus qui s'accumule. Et donc, tout ça, ça fait que le calibre bronchique diminue et donc le flux expiratoire va être extrêmement problématique. Est-ce que c'est fréquent ? Il y a une étude rétrospective qui vient de sortir, qui s'est intéressée pendant quasiment 10 ans, dans 40 réanimations dans la région parisienne, à l'incidence de ces admissions en réanimation pour asthme aigu grave. Globalement, vous le voyez ici en bas à gauche, autour de 1%, 1 à 2% des admissions en réanimation sont des exacerbations d'asthme graves qui arrivent du coup en réanimation. Par contre, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'au fil du temps, les exacerbations d'asthme sévère diminuent drastiquement avec une amélioration des traitements de fond de ces patients et une amélioration de la prise en charge globale. Et puis, si on regarde la mortalité en réanimation ou intra-hospitalière, on voit que globalement, ça diminue, même si elle n'est pas nulle chez les patients les plus graves. Je vous le disais tout à l'heure, quels sont les stimulus qui vont entraîner ces crises d'asthme ? Et bien, dans cette série-là, 3%, c'était des infections pulmonaires. Le message, ça va être ne dégainez pas des antibiotiques à tous vos patients. Donc 50% des 3%, donc 1,5% des crises d'asthme sévères, ce sont des infections bactériennes. Donc l'antibiothérapie n'est pas systématique, j'y reviendrai tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va les traiter ? Alors déjà, le traitement étiologique, si c'est bactérien, si c'est viral, bien entendu, il va falloir se poser la question, mais souvent c'est enlever l'agression, et quelquefois c'est juste de l'allergie ou de l'environnemental. Il va falloir lutter contre cette inflammation, les corticostéroïdes auront toute leur place, il va falloir jouer sur la bronchoconstriction, les bêta-2 mimétiques, les anticholinergiques, et je vais développer d'autres traitements. Et puis, quand on voit que ça ne passe pas simplement, on a des supports d'organes, ça peut aller de la simple oxygénothérapie très simple, jusqu'à l'ONHD, la ventilation non invasive, et puis on peut arriver jusqu'à la ventilation mécanique invasive, voire à l'ECMO, mais c'est quelque chose d'assez rare. Alors, les recommandations de la Société internationale vous disent bien qu'il faut commencer à se poser pas mal de questions quand votre patient il arrive en exacerbation de sévère d'asthme et qui commence à être un peu confus. Quand on ausculte, il y a un silence auscultatoire qui commence à être un peu perdu, voire léthargique. Là, il va falloir agir très très vite et se référer à la réanimation parce que ça va mal tourner pour ce patient. Toujours est-il que votre patient qui commence à n'être plus capable de faire des phrases, il parle juste avec des mots qui sont toujours entrecoupés, qui fait des pauses, qu'il est obligé de s'asseoir, qui commence à s'agiter, qui commence à être très polypnéique. Alors attention, il y a un faux ami ici. Le patient, lors de sa phase initiale, il va être très polypnéique. Mais au bout d'un moment, il va s'épuiser et là, il devient bradypnéique. C'est un très, très mauvais signe. Ça veut dire que le patient va s'arrêter de respirer et il va faire l'arrêt cardiaque. Donc, faites très attention à cette fréquence respiratoire. Les signes de lutte, des choses que vous connaissez déjà très, très bien, la tachycardie, la désaturation en air, et puis
ce peak flow, ce débit expiratoire de pointe qui est extrêmement abaissé par rapport à sa base. Ce que j'ai oublié de vous dire en introduction, c'est que la maladie asthmatique, contrairement à la BPCO, elle est réversible quand on va administrer des bêta-2 mimétiques. C'est ce qu'on peut mesurer sur le VEMS ou sur le peak flow en fonction de ce qu'on a à disposition. Alors les traitements initiaux, vous les connaissez tous, c'est ceux qui sont mis en place dès les urgences, voire en préhospitalier. C'est le salbutamol 5 mg, bêta-2 mimétique en aérosol. Et si ça ne passe pas, c'est des aérosols qui vont être continus. Et ça, j'insiste bien, c'est vraiment le maximum possible. On ne s'arrête pas. Et si on a la possibilité de faire même des administrations continues d'aérosols et des dispositifs qui permettent de le faire aujourd'hui, c'est encore mieux. Attention, l'excès de bêta-2 mimétique, vous allez entraîner une acidose lactique qui est liée à cette stimulation catécholaminergique de la glycolyse, de la lipolyse, qui va entraîner ce pyruvate et donc ce lactate. Attention, les patients sont souvent hyperlactiques. Ne méconnaissez pas un état de choc sous-jacent lié à une autre cause. Les anticholinergiques, l'ipratropium, bien entendu, avec le salbutamol, ça marche mieux quand on met les deux. Attention, Adrien l'a dit tout à l'heure, si vous ajoutez trop souvent d'ipratropium, à un moment donné, ça va sécher les sécrétions et votre patient il va être très, très embêté pour les expectorer. L'oxygène, débit minimal pour avoir au moins 92% de SAT, c'est normalement ce que vous faites déjà pour tous les patients de réanimation. Je reviendrai tout à l'heure sur ces débits d'oxygène. Et la corticothérapie qui doit être la plus précoce possible. Péros, si le patient est capable de la prendre, c'est aussi efficace qu'intraveineux. Si bien sûr le patient il est incapable d'avaler parce qu'il est en détresse respiratoire extrêmement sévère, passez en intraveineux. Le péros sera aussi efficace et voilà. Faites-le le plus précocement possible parce que, comme vous le savez, ces corticoïdes ils vont marcher dans 4 à 6 heures. Donc, gagnez du temps dès l'admission des patients et pensez bien à cette corticothérapie. Vous avez fait déjà ce traitement-là, ça ne s'améliore pas. Et là, à ce moment-là, il y a une entité qui s'appelle le near fatal asthma. C'est vraiment l'asthme aigu très, très grave qui arrive en réanimation et qui va globalement s'arrêter de respirer à un moment donné. Et là, on va proposer d'autres thérapeutiques. Alors, on a tous imaginé mettre des bêta-2 mimétiques IVSE, le fameux salbutamol, le pouce de salbu. Globalement, si vous avez déjà fait les aérosols et si vous continuez à les faire en aérosol, ça n'a pas trop d'intérêt. Les recommandations disent avec un grade A, donc il ne faut pas administrer ces bêta-2 mimétiques en IVSE, d'autant plus que vous allez souvent avoir des effets secondaires à type de tachycardie, d'extrasystole, qui peuvent compromettre la fonction cardiaque. Les corticoïdes inhalés, si vous les avez déjà mis en systématique, ça ne sert globalement à rien, en tout cas chez l'adulte. La théophiline, c'est le dérivé des bases antiques. Globalement, il n'y a aucune indication dans la phase aiguë. Le magnésium, ça on le fait tous assez facilement, ça va jouer sur la contraction calcium dépendante, on va dire, des bronches. Oui, ça marche, ça peut être intéressant. 2 grammes en 20 minutes, c'est globalement ce qui est recommandé, notamment chez l'adulte. Les antileucotriènes, donc c'est éventuellement le montelukast, et globalement, il y a quelques cases ripotes dans la littérature, mais il n'y a aucune recommandation formalisée sur l'utilisation à la phase aiguë de ces asthmes sévères en exacerbation. Les anti-L5 aussi, c'est lié à la physiopathie de cette maladie asthmatique. Aucune indication en routine, même s'il y a quelques case reports, je ne les ai pas mis ici sur certains cas qui ont été publiés. Et je vous l'ai déjà dit, les antibiotiques ne sont pas systématiques. Et comme on est des anesthésistes, c'est qu'on aime bien mettre des tuyaux partout. Et si on faisait une péridurale à ces patients? Bizarre comme idée, hein. Eh bien, c'est pas forcément si débile que ça. Alors, c'est basé sur des travaux assez anciens. Un anesthésio de 94, c'était 20 patients qui étaient programmés pour une chirurgie abdominale majeure et qui avaient en préopératoire une péridurale avant l'induction anesthésique. Et la particularité de ces patients-là, c'est qu'ils avaient une hyperréactivité bronchique qui était diagnostiquée, qui était connue, BPCO ou asthmatique. Et bien là, les anesthésistes, ils se sont dit, tiens, on va leur mettre la péridurale, on va la mettre en charge, ou alors on va faire un groupe où on va mettre, cette fois-ci, non pas l'anesthésique locale dans la péridurale, mais si on la mettait en intraveineux, bupivacaïne, couillu, j'ai envie de dire. Et puis, dans la péridurale, je mets du sérum salé isotonique, le placebo. Et je vais regarder un peu ce qui se passe en termes d'administration d'acétylcholine. En fait, je vais aller déclencher la crise d'asthme ou la crise de bronchoconstriction à mes patients. Et je vais regarder dans chaque groupe ce qui se passe. Et en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est quelle était la dose nécessaire pour diminuer au moins de 20% le VEMS, la FEV1. C'est le volume expiré forcé durant la première seconde. Et globalement,
Il faut mettre beaucoup plus d'agents stimulants de l'hyperréactivité bronchique avec la péridurale qu'avec, enfin c'est autant qu'avec par exemple l'anesthésique locale en systémique. Et quand on avait du placebo, ça ne marchait pas. Donc on a l'impression qu'il y a un effet prophylactique de cette péridurale en termes de réactivité bronchique, et probablement que c'est lié à cette... Alors cette réactivité bronchique, elle est liée aux catécholamines qui vont circuler, qui vont aller créer cette bronchoconstriction, notamment avec les bêta-2. Ce bloc sympathique, finalement, que vous allez créer, va diminuer ces catécholamines et va empêcher cette bronchoconstriction. Donc ça peut être intéressant. Attention, parce que si vous avez un blocage un peu haut, les muscles vont aussi en pâtir, et donc la ventilation du patient peut être un peu plus compliquée. Mais c'est intéressant, et c'est des choses qu'on a fait à Clermont quelques fois. Alors c'est un asthme aigu grave par an en réanimation, hein. C'est extrêmement rare. Et il faut avouer qu'on l'a fait sur quelques patients, et c'est vrai que ça a été faramineux. On était très embêtés parce qu'ils avaient tous les traitements de la terre que je vais vous détailler juste après. On a mis la péridurale en charge. C'est une péri juste avec un anesthésique local, pas de Sufinta, pas de morphinique. Et d'une seconde à l'autre, on avait levé toutes les sédations et tous les médicaments nécessaires pour lutter contre cette bronchoconstriction. Ça peut être intéressant. C'est le côté anesthésique qui ressort là. L'oxygène, attention, il y a pas mal de travaux assez anciens qui ont montré que plus vous mettez de l'oxygène, plus vous allez diminuer le devenir, dégrader le devenir de vos patients en exacerbation d'asthme aigu grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, quand vous allez mettre un peu d'oxygène, vous allez, par des mécanismes plus ou moins complexes, monter un peu le CO2. Et en fait, ce CO2 va diminuer ce débit expiratoire de pointe par un effet éventuellement un peu de bronchoconstriction. Donc, ce n'est pas l'oxygène directement qui est délétère, c'est le CO2 que vous allez faire monter à cause de cet oxygène. Une grande question, c'est qu'on a tous appris quand on était jeune que asthme aigu grave et VNI, ça ne fait pas bon ménage. C'était marqué dans les recommandations. Vous voyez ici, sur la cohorte dont je vous ai parlé, là, des 10 dernières années dans la région parisienne, il y avait 0% jusqu'en 2000-2003, 0% de VNI. Et puis là, on voit apparaître l'utilisation de la VNI jusqu'à 14% ces dernières années, donc ça s'est arrêté en 2016. Ce n'est pas complètement débile non plus. Alors, si je vous prends les recommandations, notamment de la SRLF, de la SFMU et de la pédiatrie, globalement, les experts disaient que pour la VNI, on ne peut pas. On ne peut pas vous donner de recours parce qu'il n'y a aucune étude qui s'est intéressée à cette population de patients-là. De même, pour l'Optiflow ou l'oxynothérapie nasale à haut débit, il n'y a, pareil, aucune étude suffisamment robuste. Et donc, c'est un opinion d'expert qui dit on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais on voit bien que les praticiens ils commencent à l'utiliser. Et ce qui n'est pas inintéressant, étude rétrospective, 682 hôpitaux aux États-Unis, sortie en 2020. Ils ont regardé l'utilisation de la VNI chez ces patients en exacerbation d'asthme. Et ce qu'ils ont montré, avec des scores de propension, des matchings de cohortes qui étaient bien faits, globalement, quand vous allez utiliser la VNI, vous allez globalement diviser par 2 l'incidence du recours à l'intubation. Et de même, il y avait un petit signal sur la diminution de la mortalité. Donc ça ne paraît pas complètement débile d'utiliser la VNI. Par contre, il va falloir monitorer de très très près ces patients-là, qui risquent quand même, si la VNI n'est pas bien réglée, ils risquent quand même de s'arrêter à un moment donné. Il va falloir les intuber en catastrophe. Et là, je vous le déconseille fortement, parce que c'est vous qui allez serrer les coronaires à ce moment-là. Et la dernière revue qui est sortie dans ICM en 2020 sur cette ventilation des patients obstructifs et asthmatiques, ça pourrait être intéressant. C'est même proposé en première ligne. Il n'y a rien du tout sur l'Optiflow par rapport à ça. Potentiellement, vous allez avoir besoin d'intuber votre patient. Ayez du monde avec vous, parce que ça risque de très très mal tourner. Surtout si vous avez attendu vraiment le dernier moment. C'est extrêmement délicat d'intuber un patient en asthme aigu grave qui est au bout du rouleau, globalement parce qu'il va désaturer très vite, il va faire un collapsus de reventilation majeur, souvent des patients qui sont très hypovolémiques parce qu'ils n'ont pas bu depuis un petit moment. Faites extrêmement attention. En tout cas, posez-vous la question et anticipez cette intubation, parce qu'à un moment donné, quand le patient fait l'arrêt respiratoire, l'arrêt cardiaque, le coma, etc., là, on arrive dans une situation extrêmement problématique. Une fois que vous avez intubé votre patient, vous êtes en ventilation contrôlée. Alors, il va falloir limiter l'hyperinflation. Adrien vous l'a montré juste avant. Il y a la question de la PEP. Et puis, surtout, un grand message, c'est n'essayez pas de normaliser les gaz du sang de votre patient. Si vous faites ça, vous allez le tuer. En tout cas, vous allez le dégrader. L'hyperinflation dynamique, c'est quoi? C'est que, comme vous avez une gêne à l'expiration, vous allez garder du volume
au sein des poumons du patient alors qu'il va recommencer un cycle inspiratoire. Et donc tout ça va faire que votre patient il va créer cette hyperinflation dynamique. C'est ce qui est représenté ici sur le schéma de gauche. Vous allez augmenter finalement votre volume résiduel. Et puis plus ça va continuer, plus vous allez diminuer votre compliance également, parce que vous arrivez sur la zone au-delà du point d'inflexion supérieur de votre courbe pression-volume. Comment vous la détectez? Parce que c'est bien beau, là, toute cette théorie, mais on y comprend tous un peu rien. En fait, c'est très simple. Vous regardez juste votre respirateur et vos courbes. Et ce que vous allez voir sur vos courbes, c'est que votre débit expiratoire, quand la nouvelle insufflation apparaît, elle ne revient pas à zéro. Ça veut dire qu'il y a du volume qui reste piégé. Vous interrompez l'expiration qui était encore en cours chez votre patient. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez même calculer la constante de temps de votre patient, qui est le produit de la résistance et de la compliance. Et comme ça, vous pouvez calculer le temps nécessaire à votre patient pour expirer. Bon, en pratique, on ne le fait jamais. Même si dans certains cas, ça nous est arrivé d'avoir à prendre la feuille de papier, de calculer cette constante de temps, parce que vraiment, on ne comprenait rien à ce qui se passait. L'idée, ça va être de laisser plus de temps au patient. On est en ventilation contrôlée. C'est pour ça que ça ne contredit pas ce qu'a dit Adrien juste avant. On va augmenter le TE et en effet, comme disait Adrien tout à l'heure aussi, on va diminuer en fait le TI. Globalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des rapports I sur E à 1 sur 4, 1 sur 6, voire plus parfois. Il va falloir vraiment titrer ce I sur E. Diminuer le temps de plateau, augmenter le débit d'insufflation, diminuer la fréquence respi, ça c'est hyper important, et limiter le VT, en tout cas jamais au-dessus de 8 minutes kg de poids idéal théorique. Et encore une fois, le mécharge, ne cherchez pas à normaliser votre capnie. Réglez vos alarmes suffisamment haut, parce que ça va couiner sur votre respi, et surtout si vous ne montez pas l'alarme, il ne va jamais délivrer le volume courant. La PEP intrinsèque, ça c'est un vrai problème. Alors, comment est-ce qu'on la mesure? Il faut faire des pauses télé-expiratoires. Donc, vous appuyez sur votre bouton sur le respirateur et vous allez voir qu'il y a un petit delta par rapport à la PEP externe qui va apparaître. Et ça, c'est la PEP intrinsèque. Maintenant, la question, c'est quelle PEP externe on va mettre? Ça, c'est la grande question. Eh bien, je n'ai pas la réponse à vous apporter. J'en veux pour preuve ce travail. Alors, c'est un travail assez ancien des Brésiliens, de Marcelo Amato. 8 patients, des maladies obstructives pulmonaires qui étaient vraiment... des vrais obstructifs, avec une PEP intrinsèque qui était au moins à 5 cm d'eau, qui était ventilée de façon un peu uniforme. Et en fait, ils ont fait des titrations de PEP progressives. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait 3 types de patients. Il y avait des patients qui, plus on augmentait la PEP, plus ils s'amélioraient en termes de CRF, de pression de plateau, finalement de distension. Et il y en a d'autres qui, au contraire, avaient tendance à exploser. Le message, c'est titrer votre PEP. On n'a pas de PEP, golden PEP, on va dire, à fixer pour tous les patients. En tout cas, faites attention à ce qui a été marqué dans certaines recos anciennes, où c'était 0 de PEP pour tout le monde. C'est faux. Il faut la titrer. Et probablement qu'un minimum de 5 de PEP pour tout le monde, ça ne paraît pas délétère, si vous y faites en tout cas attention et si vous la titrez. N'oubliez pas de monitorer vos patients, notamment avec la pause téléinspiratoire et cette pression de plateau. Je passe très rapidement, Adrien en a déjà parlé. Faites attention à cette PEP intrinsèque parce que votre patient, quand il va avoir déclenché le ventilateur, quand il sera en phase de sevrage, quand vous allez le passer en VSAI, si vous ne faites pas attention à cette PEP intrinsèque et que vous ne mettez pas une PEP externe à ce niveau-là, à peu près égale, le travail respiratoire que va devoir fournir le patient pour déclencher votre respirateur, ça va être la PEP intrinsèque plus le trigger que vous allez mettre sur votre respi. Donc parfois, ça fait énormément travailler le patient et il peut y avoir en effet des asynchronies qui peuvent apparaître. L'épuration de CO2, l'ECMO, l'hélium, ça c'est vraiment pour les centres experts, je ne l'ai pas du tout détaillé ici, il y a quelques case reports dans la littérature, c'est vraiment des choses d'experts. La sédation, le sévoflurane, en effet, ça a été discuté. Ça paraît être très intéressant chez les patients asthmatiques parce que c'est surtout de la bronchoréactivité. Et en effet, cette bronchodilatation est intéressante. Et je vous ai mis ici une revue en 94 sur le sujet. Je n'ai pas détaillé ici, mais c'est en effet un sédatif de choix chez ces patients-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait régulièrement. La kétamine, en induction, oui, mais comme pas quasiment tous les patients en réanimation, j'ai envie de dire. En entretien, probablement, ça peut être intéressant à des posologies entre 0,5 et 2 mg/kg/h. Je vous ai mis une revue de la littérature là-dessus. Ça paraît être assez intéressant, mais ça manque encore de données très, très robustes. En tout cas, ça ne paraît pas délétère. Pour nos patients. En conclusion, c'est une pathologie très rare. On n'en voit même pas un par an très intubé en réanimation, souvent des patients jeunes. Donc, c'est vrai qu'on y fait un peu attention. Je ne dis pas qu'on ne fait pas attention aux vieux, mais... nombreuses thérapeutiques à l'efficacité non démontrée. Il y a pas mal de case reports dans la littérature, mais en tout cas, n'oubliez pas les gold standards, les bêta-2, les anticholinergiques, les corticoïdes. N'oubliez pas ça. Attention à l'intubation, qui est une période extrêmement à risque chez ces patients-là.
La ventilation mécanique chez ces patients est extrêmement difficile à régler. Passez-y du temps. Il ne faut pas le laisser faire à l'interne premier semestre. Il faut y passer vraiment beaucoup de temps. Ce n'est pas simple parce que vous risquez d'être extrêmement délétère pour votre patient. Et n'oubliez pas de monitorer tout ce que vous faites, bien entendu. Et je vous remercie pour votre attention.